Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Ministre déléguée à la citoyenneté. Vous publiez chez Grasset, Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles de femmes pour une égalité femmes-hommes, mais une égalité joyeuse. Nous y reviendrons à la fin de ce rendez-vous. On va parler évidemment Covid-19, séparatisme, citoyenneté. Alors Covid-19, Paris, la petite couronne, zone d'alerte maximale, fermeture des bars pendant 15 jours, c'est cela ? Les restaurants restent ouverts avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Vous avez ce protocole? Vous le connaissez? Alors, je crois que le protocole a été écrit dans la nuit, d'après les informations que j'ai du ministre de la Santé lui-même. Oui. Et donc voilà, les informations seront détaillées par le préfet l'allemand. Les clients seront recensés, je crois. Les clients seront recensés par les restaurateurs. Voilà, l'idée, devront donner adresse, téléphone. Exactement. En fait, vous savez, la ligne du ministre de la Santé depuis le début, c'est tester, tracer, isoler. Et donc tracer, ça peut se faire par des outils. On a parlé de Stop Covid, mais tracer, ça peut se faire aussi manuellement en tenant un registre des clients avec les numéros de téléphone pour pouvoir se contacter les uns les autres, comme on le fait très simplement quand quelqu'un a un test positif, il appelle les gens avec qui il ou elle a été en contact. Registre des clients, 1,50 m entre chaque table, ça on connaît, paiement à table obligatoire et fermeture à 22h. Les bars, eux, vont fermer pendant 15 jours. Dans la métropole Aix-Marseille, les restaurants vont rouvrir, là aussi fermeture à 22h, mais ils vont pouvoir rouvrir s'ils respectent le protocole. Bien. Et puis les étudiants dans toutes les villes, 50% d'étudiants dans les amphis, ça c'est très important parce que c'est l'un des foyers, l'un des foyers de propagation de l'épidémie. Oui, absolument. Je crois qu'il est important de protéger aussi la jeunesse. On a beaucoup parlé des personnes à risque qui ont parfaitement assimilé quels étaient les risques. On n'est pas immunisé quand on est jeune, donc je crois que c'est aussi important de protéger les étudiants, les lycéens, les jeunes. Pendant le confinement, les femmes se sont souvent retrouvées à la maison avant les hommes. Oui. Parce que dans un foyer, lorsque le père et la mère travaillent, c'est la mère qui se retrouve à la maison parce que le père gagne plus. Marlène Schiappa, c'est très souvent, d'après l'INED, de l'inégalité. Exactement, mais c'est un système les inégalités femmes-hommes, c'est un système qui s'entretient, c'est un cercle vicieux. L'INED nous dit que 80% des tâches ménagères sont accomplies par les femmes et ça a effectivement empiré pendant le confinement. J'ai publié un rapport à la Fondation Jean Jaurès sur l'impact du Covid sur les inégalités femmes-hommes et ce que vous décrivez en est un très clairement. Bien. Dans la nuit, je change de sujet. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un restaurant cachère du 9e arrondissement de Paris a été saccagé, dégradation, tag retrouvé, croix gammée, insultes racistes. Je ne vais pas entrer dans le détail. Enquête en cours. Est-ce que des suspects ont été interpellés, Marlène Schiappa? Alors, l'enquête est en cours et donc il ne m'appartient pas de communiquer sur les avancées de l'enquête à ce stade. Mais ce que je peux dire, l'enquête avance absolument. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des enquêteurs qui sont à pied d'œuvre justement pour retrouver les personnes et surtout pour les faire condamner. L'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Il est inadmissible de saccager un restaurant et de déposer des inscriptions néo-nazis. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de cet acte? Je ne sais pas, moi, des suspects. Du milieu dans lequel les enquêteurs travaillent. Non, encore une fois, il y a d'abord un secret... Extrême droite ou islamisme, ou on sait... Hélas, l'antisémitisme, il prospère en France de longue date. La France juive, ça a précédé, ça a maintenant des dizaines d'années, qui véhiculait justement des idéologies antisémites. Mais on sait qu'il y a aussi une forme d'antisémitisme qui se développe dans les quartiers dits populaires et qui va de pair, d'ailleurs, avec l'islamisme, il faut le dire. Donc effectivement, là, les enquêtes se poursuivent et les enquêteurs communiqueront le moment venu. Bon, islamisme, séparatisme, vendredi au Muro, Emmanuel Macron l'a dit, l'islamisme radical est le cœur du sujet. Nommons-le. Enfin, j'ajouterai, objectif, libérer l'islam de France des influences étrangères. Projet de loi présenté le 9 décembre pour aussi protéger les musulmans, premières victimes de l'islamisme. Marlène Schiappa, les associations, on va entrer dans le projet de loi, qui sera donc présenté, on est bien d'accord, le 9 décembre. Le 9 décembre par Gérald Darmanin et moi-même. Et bon. Alors, les associations qui demandent des subventions publiques devront signer des contrats de laïcité. Absolument. Est-ce que vous pouvez me donner quelques détails? Oui, bien sûr. D'abord, peut-être partager le constat. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de vos confrères du Parisien sur un club de jiu-jitsu
à Savigny-le-Temple qui touchent des subventions publiques et qui, sous couvert de faire du sport et du jujitsu, en réalité, ça donne à des pratiques de développement de l'islamisme avec douches habillées, avec discrimination des femmes, avec des propos antisémites violents, la prière obligatoire, etc., etc. Typiquement, nous voulons, par la signature d'un contrat d'engagement des associations, que toute subvention publique puisse cesser immédiatement. Mais ces associations seront contrôlées? Comment ça va se passer? Absolument. Alors d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura la signature de ce contrat d'engagement qui sera joint au CERFA, c'est-à-dire au moment où l'association demandera une subvention, elle prendra connaissance de ce contrat d'engagement et elle devra signer avec sa demande de subvention pour toute forme de subvention publique de l'État, mais aussi de collectivités, de la CAF, des HLM, etc., etc. Elle devra signer ce contrat d'engagement. Il y aura bien sûr des contrôles, et dès lors que on s'apercevra que, comme dans ce club soi-disant de sport, qui en fait promeut la radicalisation, on enfreint les valeurs de la République et les exigences minimales de la vie en société, c'est l'expression du Conseil constitutionnel, eh bien, non seulement on mettra fin aux subventions, mais on reprendra l'argent qui a été donné. Nous ne voulons pas donner 1 euro d'argent public aux ennemis de la République. Bien, obligation de neutralité des conducteurs ou contrôleurs de transport public, là encore, c'est-à-dire, on ira jusqu'à des sanctions, à des révocations? Absolument. En fait, on va plus loin avec ce principe, on renforce, avec cette mesure, on renforce les grands principes de la loi de 1905, notamment la neutralité des services publics. La loi de 1905... C'est-à-dire, je suis conducteur de bus, je nettoie ma place parce qu'une femme a conduit le bus avant moi. Exactement. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent. Je serai sanctionné, même révoqué? Oui, absolument, tout à fait. Ça, ce ne sera plus possible. Peut-être pour rentrer dans le détail, pour ceux qui nous regardent, en fait, à l'heure actuelle, il y a une obligation de neutralité des services publics et donc des fonctionnaires. Mais parfois, il y a des délégations de services publics, des DSP. Ça arrive notamment dans des transports. Les services publics sont confiés à une entreprise extérieure. Et là, il y a des vrais problèmes parce que des salariés disent « Écoutez, moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas soumis à la neutralité. » Or, nous considérons que ce sont des services publics et donc cette obligation de neutralité, vous représentez un service public et pas votre religion ou votre origine, un service public, donc vous êtes soumis à la neutralité de la fonction publique. Ce sera donc étendu, c'est un principe de 1905 qui est élargi et renforcé. Comme en Allemagne, l'instruction scolaire à domicile sera strictement limitée. 50 000 enfants à peu près en France. L'instruction à domicile. Les écoles hors contrat seront très contrôlées. Alors, si les enfants ne sont pas scolarisés, est-ce que les parents seront, je ne sais pas moi, sanctionnés? Comment? Alors la mesure est en train d'être discutée. On a toute une suite de consultations, Gérald Darmanin et moi-même, jusqu'au 9 décembre. Et bien sûr, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est impliqué. Mais la volonté, c'est qu'on pose une obligation de base. Il y avait là encore une zone grise du droit, c'est-à-dire on considérait que l'école était gratuite, laïque et obligatoire, mais que l'instruction était obligatoire, mais pas l'école en tant que telle, pas la présence à l'école. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a des élus locaux qui nous ont alertés en disant « Moi, j'ai des enfants qui sont retirés de l'école. » Ça commence par des parents qui disent « Mon enfant ne viendra plus à la musique. La musique, c'est pas possible, c'est contraire à notre foi. » Et puis ensuite, ils disent « Notre enfant ne viendra plus au sport, c'est contraire à notre foi. » Et puis ensuite, ils disent « Notre petit garçon ne donnera pas la main aux petites filles. » Et puis un jour, ils retirent les enfants de l'école. Et ça, nous voulons y mettre fin. Pourquoi? Parce que c'est une inégalité de destin, comme dit le président de la République, terrible, entre le petit garçon ou la petite fille qui va à l'école, qui peut apprendre l'histoire de notre pays, qui apprend à devenir un citoyen, qui est éclairé, qui apprend à lire, à écrire, à réfléchir, à voir les autres, à vivre en société, à être confronté à l'altérité, et celui ou celle qui reste chez lui ou dans un petit groupe uniquement avec des personnes qui ont la même foi, la même croyance et qui ne bénéficient pas de l'école. Chaque enfant sera identifié, on saura, il y aura une sorte de, je sais pas moi, les mères vont recenser les enfants. C'est comme ça que ça va se passer? Il ne s'agit pas, je mets en garde, il ne s'agit pas de faire des fichiers d'enfants, ni de recenser particulièrement les enfants. Il faut connaître les familles, les mères. Il s'agit simplement d'une obligation scolaire à partir de l'âge de 3 ans. Et les parents seront sanctionnés s'ils n'envoient pas leurs enfants, à moins qu'il y ait des raisons médicales. On est bien d'accord. Vous avez raison de le préciser, il y a une réserve. La réserve, c'est la raison médicale dûment certifiée. Les détails de la mesure sont en train d'être discutés et de faire l'objet de consultations. Mais on pourra aller jusqu'aux sanctions des parents? Rien n'est exclu. À l'heure actuelle, s'il y a une obligation et que l'obligation n'est pas respectée, on peut imaginer tout à fait qu'il y ait une sanction derrière.
L'apprentissage de l'arabe, dans quelle classe? Parce que là, j'ai pas très bien compris. C'est quand cet apprentissage de l'arabe? Là encore, je pose le constat. Oui. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des enfants qui suivent des cours de langue qui sont financés par des puissances étrangères. Oui. Et donc, ça veut dire que la France ne sait pas, ne peut pas voir ce qui se fait, puisque celui qui paye décide, pendant ces cours. Et donc, nous considérons que c'est une ingérence très forte et nous préférons plutôt que le petit garçon ou la petite fille aille apprendre l'arabe dans une mosquée potentiellement radicalisée. Nous préférons qu'il ou elle l'apprenne dans l'école de la République et que très simplement on propose des options d'arabe comme on a des options d'anglais, d'allemand. Dans quelle classe? Donne une option au collège, par exemple? Par exemple, absolument. Au collège, il y aura une option arabe. Voilà, il y a des options italien, portugais, russe qui existent. Moi, j'ai fait du russe à mon époque. Il y a du latin, du grec. Et on devra apprendre l'arabe dans l'école de la République et donc avec des professeurs français qui ont été formés en France et qui donc respectent les valeurs de la République et singulièrement les valeurs de l'école. Je continue. L'interdiction du port du voile pour les mères accompagnant les sorties scolaires, oui ou non? Non. Non? Vous le regrettez? Non, je le regrette pas. Je crois que le président de la République a été très clair sur cette question et moi je partage tout à fait ce qu'il a dit. D'abord parce que j'étais présidente d'une association de mères de famille pendant une dizaine d'années, mais aussi parce que j'ai été élue locale et j'avais la responsabilité d'écoles dans des quartiers dits difficiles, au Sablon, au Mans en l'occurrence. Et moi, ce que je voyais, c'est que dans les réunions de parents d'élèves, vous aviez beaucoup de mères voilées. Et donc, si on dit demain, les mères voilées, vous n'avez plus votre place à l'école, d'une part, ça veut dire qu'il n'y a plus de mères pour accompagner les sorties scolaires. Et d'autre part, ça veut dire qu'il y a un message de rejet qui est envoyé vis-à-vis de ces personnes. Alors, je crois qu'il faut travailler sur l'inclusion. Ce qui n'empêche pas, ce que je tiens à le dire, ce qui n'empêche pas d'avoir un discours critique et politique sur le port du voile. Un étranger qui vit en France en état de polygamie sera-t-il expulsé? Oui. Oui, oui, absolument. Là aussi, ça va être dans la loi. Absolument. Gérald Darmanin et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Vous n'avez pas le droit en France de vous marier avec une femme, puis avec une deuxième, puis avec une troisième, puis avec une quatrième en même temps. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Et donc nous considérons que nous devons mettre fin à la polygamie de fait qui existe et qui est parfois révélée par des contrôles, notamment de la CAF, etc. Donc d'une part, toute personne étrangère qui est en situation de polygamie ne sera pas acceptée sur le territoire français, n'aura pas de titre de séjour. Et d'autre part, quand une situation de polygamie sera révélée, nous proposerons de retirer le titre de séjour de la personne qui vit en situation de polygamie. Expulsion. Oui, jusqu'à ce que la personne se mette en conformité. Est-ce que l'interdiction et la pénalisation des certificats de virginité seront inscrits dans la loi? Oui. Également, parce que le président de la République n'en a pas parlé. Alors le président de la République n'a pas égrené la totalité de la quarantaine de mesures de cette loi, mais je vous l'annonce officiellement. Oui, les certificats de virginité, de quoi parlons-nous? Nous parlons du fait d'aller faire certifier, comme on le ferait pour un cheval ou un animal à qui on regarde les dents avant de l'acheter. On envoie la femme, la jeune fille, souvent, se faire certifier sa virginité via un test, un examen médical, dont je vous épargne les détails, il est un peu tôt pour ça. Et ensuite, elle rentre chez elle avec son certificat de virginité. Nous voulons mettre fin à cette pratique. Il y a des années, la République a dit non et stop à l'excision. De la même manière, nous considérons que cette pratique est indigne, dégradante, et elle n'a rien à faire dans la République française. Des médecins disent c'est fait aussi parfois pour protéger les jeunes femmes ou les jeunes filles. Mais je l'entends, nous avons reçu beaucoup de gynécologues qui nous ont dit qu'ils soutenaient notre volonté d'interdire les certificats de virginité. J'en ai entendu aussi s'exprimer en disant « moi je fais le certificat parce que comme ça la jeune fille rentre chez elle ». Mais moi la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la jeune fille rentre chez elle avec son certificat de virginité? Est-ce que l'acte fondateur du mariage qui est d'aller envoyer sa future femme se faire examiner pour voir si elle a déjà eu des rapports sexuels, est-ce qu'on pense que cette femme sera respectée dans sa dignité d'être humain tout au long de sa vie? Je ne le crois pas. C'est pour ça que le président de la République, le premier, s'est exprimé sur cette question à Mulhouse. Et lors de ce discours de Mulhouse, il a dit qu'on ne peut pas tolérer dans la République la pratique de certificats. Les médecins seront sanctionnés? Les médecins qui délivrent des certificats? Nous pensons qu'il faut sanctionner effectivement les médecins, d'une part. Il y a une discussion en cours, pour être très transparente, pour savoir si on doit sanctionner les commanditaires, si je peux le dire de cette manière,
c'est-à-dire les parents ou le fiancé qui envoie cette jeune fille faire ce certificat. Et puisque nous parlons des certificats, je voudrais ajouter que nous voulons... Certificat de complaisance aussi. Exactement. Nous voulons pénaliser, interdire tous les certificats qui n'ont pas de rapport avec l'état de santé. Notamment un enseignant qui s'appelle Yanis Roder, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui enseigne dans un collège en Seine-Saint-Denis. J'ai fait un débat avec lui à la Fondation Jean Jaurès sur la laïcité il y a quelques mois maintenant. Et il m'a dit qu'il avait un pourcentage incroyable de jeunes filles allergiques au chlore dans sa classe pour éviter la piscine. Et donc nous voulons, là aussi, interdire, mettre fin à cette pratique de certificat dit de complaisance qui permet de retirer les jeunes filles Est-ce que l'interdiction de déshériter les filles sera aussi inscrite dans la loi? Oui. Là également, aussi. là Alors, aussi. Déshériter une fille, on ne peut pas déshériter totalement un enfant. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une zone grise là aussi. Vraiment, le but de cette loi pour renforcer la laïcité et contre le séparatisme, ce que nous faisons avec Gérald Darmanin, c'est que nous voulons combler les zones grises du droit. En France, on ne peut pas déshériter un enfant. Néanmoins, il y a là aussi une zone grise du droit international. Et quand vous avez, par exemple, des parents qui vivent à l'étranger, qui ont des biens à l'étranger, eh bien, il arrive, nous avons eu des cas remontés par des associations, par des élus en direct, il arrive que la fille soit déshéritée au profit du garçon. En République française, on ne déshérite pas une fille parce qu'elle est une fille. Et donc, nous ferons rentrer dans la loi le principe de la réserve héréditaire et l'interdiction de déshériter ces filles. Est-ce que les imams seront obligatoirement formés en France? Oui, également. Là aussi, je vous réponds mais oui. Comment? Alors d'abord, le président de la République... financement? Par qui? Comment? Alors, je vais vous répondre. D'abord, le président de la République a annoncé la fin des imams détachés. Pour ceux qui nous regardent, les imams détachés sont ces imams, là aussi envoyés par des puissances étrangères, et donc qui ne connaissent parfois pas la langue française, qui ne connaissent pas les valeurs de la République. Et d'ailleurs, même les musulmans que nous avons rencontrés nous disent, nous voulons avoir des imams qui nous ressemblent, des imams qui vivent dans la société française, qui parlent français et qui nous ressemblent, parce que les millions de musulmans qui vivent en France, dans l'immense majorité, respectent parfaitement les lois de la République et ont aussi envie que leur religion avance et ne veulent plus être représentés par des imams comme l'imam du Val d'Oise qui vient d'être déféré samedi pour apologie du terrorisme sur le réseau social TikTok en lien avec les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est aussi et c'est surtout pour ces musulmans que nous voulons agir. Le recteur de la grande mosquée de Paris a d'ailleurs dit qu'il soutenait cela. Alors ça ne dépend pas de l'État. En vertu de la loi de 1905, comme vous savez, il y a une séparation des églises et de l'État. En vertu de l'article 2 de la loi de 1905, l'État ne reconnaît aucun culte, donc on ne légifère pas sur l'islam, ni sur l'organisation de l'islam. Le mot islam ne figure pas d'ailleurs dans la loi, parce qu'aucune religion ne peut jamais figurer dans la loi, l'État ne les reconnaît pas. Ce serait inconstitutionnel. Donc le président de la République a demandé au CFCM, au Conseil français du culte musulman, de s'organiser pour qu'il y ait une formation des imams avec un système de labellisation, non pas géré par l'État, mais géré vraiment par des instances musulmanes qui pourraient travailler justement avec ces imams pour être sûrs de leur bonne formation. Dites-moi, autre séparatisme, la ghettoisation. On a ces derniers temps parlé de faits divers et encore ce week-end à Saint-Ouen, par exemple, lié au trafic de stupéfiants. Vous avez vu ces 80 parlementaires LR qui signent une tribune contre la légalisation du cannabis. Vous êtes opposé, vous, à la légalisation du cannabis? Absolument. Vous êtes opposé à la légalisation du cannabis? Je l'ai toujours été. Je le dis pour les gens qui vont dire Marlène Schiappa était de gauche, elle est devenue de droite depuis qu'elle est à l'intérieur. J'ai toujours été opposée à la légalisation du cannabis. D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque quand il y avait des débats, j'ai soutenu Agnès Buzyn qui s'était exprimée en tant que ministre de la Santé en disant qu'elle y était opposée. Moi, je vais vous dire, j'ai vu, je ne peux pas vous raconter ma vie, mais j'ai vu personnellement sur des gens très proches les dégâts que pouvait causer le cannabis et l'escalade vers les drogues plus dures que ça engendrait. Et puis par ailleurs, la consommation de cannabis, ça finance la traite des êtres humains, ça finance les trafics de drogue plus durs, ça finance aussi partiellement le terrorisme. Et donc le combat de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur, contre les stupéfiants, le combat concret de terrain qu'il mène avec l'appui des forces de l'ordre pour mettre fin au trafic de drogue dans beaucoup de quartiers, c'est un combat très courageux et que je soutiens à 100%. Autre question d'actualité. Jeudi sera examinée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à allonger les délais légaux d'accès à l'IVG, autorisation de l'avortement, jusqu'à la fin de la 14e semaine au lieu de la 12e semaine actuellement. Vous soutenez? Vous soutenez? J'attends de voir ce qui va sortir des débats. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je
ce sont des sujets très inflammables de part et d'autre. Mon expression. Je pense que l'urgence, j'en suis même sûre, l'urgence c'est de permettre aux femmes d'avoir accès à l'IVG le plus tôt possible. Parce que c'est important, parce que pourquoi il y a des femmes qui proposent, et pourquoi les députés proposent d'allonger les délais d'IVG? Parce qu'elles ont eu des retours de femmes qui disaient, nous on n'a pas eu accès à l'IVG, donc on a été obligé de partir à l'étranger pour avoir un accès digne à l'avortement. Et donc nous voudrions pouvoir un accès à l'IVG en France. Mais pourquoi elles arrivent à ces 12 semaines? C'est pas parce qu'elles ont attendu, c'est pas parce qu'elles savaient pas, c'est pas toujours parce qu'il y a un déni de grossesse. C'est souvent parce qu'elles n'ont pas trouvé un accès et un endroit où aller avorter en France rapidement dans des délais convenables. Donc je pense qu'il est important de mener ce combat. Je sais l'engagement d'Olivier Véran qui est très féministe et très engagée pour l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs. Mais la 14e semaine, vous n'avez pas d'avis? Je pense qu'il faut voir ce qui sortira des débats, très honnêtement. Et la suppression de la clause de conscience pour les professionnels de santé? Alors, c'est pas la suppression de la clause de conscience, c'est la suppression de la double clause de conscience. Oui, en fait, double clause de conscience, oui. Mais j'y suis plutôt favorable à titre personnel. Ça n'engage que moi, mais là aussi, on verra ce qui sortira des débats. Pour tout acte, il y a une clause de conscience des médecins. Pour l'IVG, il y a une double clause. Double clause, oui. La clause simple devrait pouvoir suffire. Bien, terminé. Je voudrais qu'on termine avec Alice Coffin, parce que ça rejoint finalement votre livre. C'est une forme de séparatisme. Alice Coffin, vous savez, c'est l'une des responsables Europe Écologie Les Verts. Je dis ça pour ceux qui ne la connaissent pas, élue au Conseil de Paris. Son livre, Le génie lesbien, dans son livre, elle écrit « Ne suffit pas de nous entraider, nous les femmes, il faut à notre tour les éliminer de nos esprits ». Elle parle des hommes, de nos images, de nos représentations. Et Alice Coffin ajoute « Je ne lis plus de livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique ». C'est du séparatisme. On peut le dire comme ça. Moi, ce que Vous comprenez sa position, ses propos? Je partage pas sa position. Je la partage pas. C'est pas ma vision de l'égalité femme. Après, je respecte Alice Coffin en tant que personne, bien évidemment, et je ne valide pas les formes de harcèlement dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je partage pas du tout sa position. Moi, j'ai pas du tout envie de me passer des hommes. Moi, je suis une humaniste. J'aime l'autre. J'aime aller à la rencontre de l'autre et singulièrement à la rencontre de 50% de la population qui sont les hommes. Et je pense que le projet de la République, c'est partager ensemble un même espace de vie, de travail, de loisirs. C'est une égalité joyeuse. De culture, absolument. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est absolument ce que je défends dans ce livre Entre toutes les femmes. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'être venue nous voir ce matin.